Une vie, par Guy de Maupassant. Chapitre 6. Devant la barrière blanche aux piliers de briques, la famille et les domestiques attendaient. La chaise de poste s'arrêta, et les embrassades furent longues. Petite mère pleurait. Jeanne, attendrie, essuyait de larmes. Père, nerveux, allait et venait. Puis, pendant qu'on déchargeait les bagages, le voyage fut raconté devant le feu du salon. Les paroles, abondantes, coulaient des lèvres de Jeanne. Et tout fut dit, tout en une demi-heure, sauf peut-être quelques petits détails oubliés dans ce récit rapide. Puis la jeune femme alla défaire ses paquets. Rosalie, tout émue aussi, l'aidait. Quand ce fut fini, quand le linge, les robes, les objets de toilette eurent été mis en place, la petite bonne quitta sa maîtresse, et Jeanne, un peu lasse, s'assit. Elle se demanda ce qu'elle allait faire maintenant, cherchant une occupation pour son esprit, une besogne pour ses mains. Elle n'avait point envie de redescendre au salon auprès de sa mère qui sommeillait, et elle songeait à une promenade. Mais la campagne semblait si triste, qu'elle sentait en son cœur, rien qu'à la regarder par la fenêtre, une pesanteur de mélancolie. Alors, elle s'aperçut qu'elle n'avait plus rien à faire, plus jamais rien à faire. Toute sa jeunesse au couvent avait été préoccupée de l'avenir, affairée de songeries. La continuelle agitation de ses espérances emplissait en ce temps-là ses heures, sans qu'elle les sentît passer. Puis, à peine sortie des murs austères où ses illusions étaient écloses, son attente d'amour se trouvait tout de suite accomplie. L'homme espéré, rencontré, aimé, épousé en quelques semaines, comme on épouse en ses brusques déterminations, l'emporter dans ses bras sans la laisser réfléchir à rien. Mais voilà que la douce réalité des premiers jours allait devenir la réalité quotidienne qui fermait la porte aux espoirs indéfinis, aux charmantes inquiétudes de l'inconnu. Oui, c'était fini d'attendre. Alors plus rien à faire aujourd'hui, ni demain, ni jamais. Elle sentait tout cela vaguement, à une désillusion, à un affaissement de ses rêves. Elle se leva et vint coller son front aux vitres froides. Puis, après avoir regardé quelque temps le ciel où roulaient des nuages sombres, elle se décida à sortir. Était-ce la même campagne, la même herbe, les mêmes arbres qu'au mois de mai? Qu'était donc devenue la gaieté ensoleillée des feuilles et la poésie verte du gazon où flambaient les pissenlits, où saignaient les coquelicots, où rayonnaient les marguerites, où frétillaient, comme au bout de fils invisibles, les fantasques papillons jaunes? Et cette griserie de l'air chargé de vie, d'arômes, d'atomes fécondants n'existait plus. Les avenues, détrempées par les continuelles averses d'automne, s'allongeaient, couvertes d'un épais tapis de feuilles mortes, sous la maigreur grelottante des peupliers presque nus. Les branches grêles tremblaient au vent, agitaient encore quelques feuillages prêts à s'égrener dans l'espace. Et sans cesse, tout le long du jour, comme une pluie incessante et triste à faire pleurer, ces dernières feuilles, toutes jaunes maintenant, pareilles à de larges sous d'or, se détachaient, tournoyaient, voltigeaient et tombaient. Elle alla jusqu'au bosquet. Il était lamentable comme la chambre d'un mourant. La muraille verte qui séparait et faisait secrètes les gentilles allées sinueuses s'était éparpillée. Les arbustes emmêlés, comme une dentelle de bois fin, heurtaient les unes aux autres leurs maigres branches, et le murmure des feuilles tombées et sèches que la brise poussait, remuait, amoncelait en tas par endroits, semblait un douloureux soupir d'agonie. De tout petits oiseaux sautaient de place en place, avec un léger cri frileux, cherchant un abri. Garantis cependant par l'épais rideau des ormes jetés en avant-garde contre le vent de mer, le tilleul et le platane encore couverts de leur parure d'été, semblaient vêtus l'un de velours rouge, l'autre de soie orange, teints aussi par les premiers froids, selon la nature de leur sève. Jeanne allait et venait à pas lents dans l'avenue de Petite-Mère, le long de la ferme des Couillards. Quelque chose l'apesantissait, comme le pressentiment des longs ennuis de la vie monotone qui commençait. Puis elle s'assit sur le talus où Julien, pour la première fois, lui avait parlé d'amour, et elle resta là, rêvassant, presque sans songer, alanguie jusqu'au cœur, avec une envie de se coucher, de dormir, pour échapper à la tristesse de ce jour. Tout à coup, elle aperçut une mouette qui traversait le ciel, emportée dans une rafale, et elle se rappela cet aigle qu'elle avait vu là-bas en Corse, dans le sombre Val d'Ota. Elle reçut au cœur la vive secousse que donne le souvenir d'une chose bonne et finie. Et elle revit brusquement l'île radieuse avec son parfum sauvage, son soleil qui mûrit les oranges et les cédrats, ses montagnes au sommet rose,
ses golfes d'azur et ses ravins où roulent des torrents. Alors l'humide et dur paysage qui l'entourait avec la chute lugubre des feuilles et les nuages gris entraînés par le vent l'enveloppa d'une telle épaisseur de désolation qu'elle rentra pour ne point sangloter. Petite mère, engourdie devant la cheminée sommeillée, accoutumée à la mélancolie des journées, ne la sentant plus. Père et Julien étaient partis se promener, en causant de leurs affaires, et la nuit vint, semant de l'ombre morne dans le vaste salon qu'éclairaient par éclats les reflets du feu. Au dehors, par les fenêtres, un reste de jour laissait distinguer encore cette nature sale de fin d'année et le ciel grisâtre, comme frotté de boue lui-même. Le baron bientôt parut, suivi de Julien. Dès qu'il eut pénétré dans la pièce enténébrée, il sonna, criant « Vite, vite, de la lumière, il fait si triste ici !» Il s'assit devant la cheminée. Pendant que ses pieds mouillés fumaient près de la flamme et que la crotte de ses semelles tombait, séchée par la chaleur, il se frottait gaiement les mains. « Je crois bien, dit-il, qu'il va geler. Le ciel s'éclaircit au nord. C'est pleine lune ce soir. Ça piquera ferme cette nuit. » Puis, se tournant vers sa fille, « Eh bien, petite, es-tu contente d'être revenue dans ton pays, dans ta maison, auprès des vieux ?» Cette simple question bouleversa Jeanne. Elle se jeta dans les bras de son père, les yeux pleins de larmes, et l'embrassa nerveusement, comme pour se faire pardonner, car malgré les efforts de cœur pour être gaie, elle se sentait triste à défaillir. Elle songeait pourtant à la joie qu'elle s'était promise en retrouvant ses parents, et elle s'étonnait de cette froideur qui paralysait sa tendresse, comme si, lorsqu'on a beaucoup pensé de loin aux gens qu'on aime, et perdu l'habitude de les voir à toute heure, on éprouvait, en les retrouvant, une sorte d'arrêt d'affection, jusqu'à ce que les liens de la vie commune fussent renoués. Le dîner fut long, on ne parla guère. Julien semblait avoir oublié sa femme. Au salon, ensuite, elle se laissa engourdir par le feu, en face de petite mère qui dormait tout à fait. Et un moment réveillée par la voix des deux hommes qui discutaient, elle se demanda, en essayant de secouer son esprit, si elle allait être aussi saisie par cette léthargie morne des habitudes que rien n'interrompt. La flamme de la cheminée, molle et rougeâtre pendant le jour, devenait vive, claire, crépitante. Elle jetait de grandes lueurs subites sur les tapisseries ternies des fauteuils, sur le renard et la cigogne, sur le héron mélancolique, sur la cigale et la fourmi. Le baron se rapprocha, souriant et tendant ses doigts ouverts au tison vif. « Ah ah, ça flambe bien ce soir. Il gèle, mes enfants, il gèle. » Puis il posa sa main sur l'épaule de Jeanne et montrant le feu. « Vois-tu, fillette ? Voilà ce qu'il y a de meilleur au monde, le foyer avec les siens autour. Rien ne vaut ça. Mais si on allait se coucher, vous devez être exténués les enfants. » Remontée en sa chambre, la jeune femme se demandait comment deux retours au même lieu qu'elle croyait aimer pouvaient être si différents. Pourquoi se sentait-elle comme meurtrie? Pourquoi cette maison, ce pays cher, tout ce qui jusque-là faisait frémir son cœur lui semblait-il aujourd'hui si navrant? Mais son œil soudain tomba sur sa pendule. La petite abeille voltigeait toujours de gauche à droite et de droite à gauche, du même mouvement rapide et continu au-dessus des fleurs de vermeil. Alors brusquement Jeanne fut traversée par un élan d'affection. Remuée jusqu'aux larmes devant cette petite mécanique qui semblait vivante, qui lui chantait l'heure et palpitait comme une poitrine. Certes, elle n'avait pas été aussi émue en embrassant père et mère. Le cœur a des mystères qu'aucun raisonnement ne pénètre. Pour la première fois depuis son mariage, elle était seule en son lit. Julien, sous prétexte de fatigue, ayant pris une autre chambre. Il était convenu d'ailleurs que chacun aurait la sienne. Elle fut longtemps à s'endormir, étonnée de ne plus sentir un corps contre le sien, déshabituée du sommeil solitaire et troublée par ce vent hargneux du nord qui s'acharnait contre le toit. Elle fut réveillée au matin par une grande lueur qui teignait son lit de sang, et ses carreaux, tout barbouillés de givre, étaient rouges comme si l'horizon entier brûlait. S'enveloppant d'un grand peignoir, elle courut à sa fenêtre et l'ouvrit. Une brise glacée, saine et piquante s'engouffra dans la chambre, lui cinglant la peau d'un froid aigu qui fit pleurer ses yeux, et au milieu d'un ciel empourpré, un gros soleil rutilant et bouffi comme une figure d'ivrogne apparaissait derrière les arbres. La terre, couverte de gelée blanche, dure et sèche à présent, sonnait sous les pieds des gens de ferme. En cette seule nuit, toutes les branches encore garnies des peupliers s'étaient dépouillées,
et derrière la lande apparaissait la grande ligne verdâtre des flots tout parsemés de traînées blanches. Le platane et le tilleul se dévêtaient rapidement sous les rafales. À chaque passage de la brise glacée, des tourbillons de feuilles détachées par la brusque gelée s'éparpillaient dans le vent, comme un envolement d'oiseaux. Jeanne s'habilla, sortit, et pour faire quelque chose, alla voir les fermiers. Les Martin levèrent les bras, et la maîtresse l'embrassa sur les joues. Puis, on la contraignit à boire un petit verre de noyau, et elle se rendit à l'autre ferme. Les Couillard levèrent les bras, la maîtresse la bécota sur les oreilles, et il fallut avaler un petit verre de cassis. Après quoi, elle rentra déjeuner. Et la journée s'écoula comme celle de la veille, froide au lieu d'être humide, et les autres jours de la semaine ressemblèrent à ces deux-là, et toutes les semaines du mois ressemblèrent à la première. Peu à peu, cependant, son regret des contrées lointaines s'affaiblit. L'habitude mettait sur sa vie une couche de résignation, pareille au revêtement de calcaire que certaines eaux déposent sur les objets, et une sorte d'intérêt pour les mille choses insignifiantes de l'existence quotidienne, un souci des simples et médiocres occupations régulières renaquit en son cœur. En elle se développait une espèce de mélancolie méditante, un vague désenchantement de vivre. Que lui eût-il fallu? Que désirait-elle? Elle ne le savait pas. Aucun besoin mondain ne la possédait, aucune soif de plaisir, aucun élan même vers les joies possibles, lesquelles d'ailleurs. Ainsi que les vieux fauteuils du salon ternis par le temps, tout se décolorait doucement à ses yeux, tout s'effaçait, prenait une nuance pâle et morne. Ses relations avec Julien avaient changé complètement. Il semblait tout autre depuis le retour de leur voyage de noces, comme un acteur qui a fini son rôle et reprend sa figure ordinaire. C'est à peine s'il s'occupait d'elle, s'il lui parlait même. Toute trace d'amour avait subitement disparu, et les nuits étaient rares où il pénétrait dans sa chambre. Il avait pris la direction de la fortune et de la maison, révisé les baux, harcelé les paysans, diminué les dépenses, et ayant revêtu lui-même des allures de fermier gentilhomme, il avait perdu son vernis et son élégance de fiancé. Il ne quittait plus, bien qu'il fût tigré de taches, un vieil habit de chasse en velours garni de boutons de cuivre retrouvé dans sa garde-robe de jeune homme. Et, envahi par la négligence des gens qui n'ont plus besoin de plaire, il avait cessé de se raser, de sorte que sa barbe longue, mal coupée, l'enlaidissait incroyablement. Ses mains n'étaient plus soignées, et il buvait après chaque repas 4 ou 5 petits verres de cognac. Jeanne, ayant essayé de lui faire quelque tendre reproche, il avait répondu si brusquement « Tu vas me laisser tranquille, n'est-ce pas ?» qu'elle ne se hasarda plus à lui donner des conseils. Elle avait pris son parti de ces changements d'une façon qui l'étonnait elle-même. Il était devenu un étranger pour elle, un étranger dont l'âme et le cœur lui restaient fermés. Elle y songeait souvent, se demandant d'où venait qu'après s'être rencontrés ainsi, aimés, épousés dans un élan de tendresse, ils se retrouvaient tout à coup presque aussi inconnus l'un à l'autre que s'ils n'avaient pas dormi côte à côte. Et comment ne souffrait-elle pas davantage de son abandon? Était-ce ainsi la vie? S'était-il trompé? N'y avait-il plus rien pour elle dans l'avenir? Si Julien était demeuré beau, soigné, élégant, séduisant, peut-être eût-elle beaucoup souffert. Il était convenu qu'après le jour de l'an, les nouveaux mariés resteraient seuls, et que père et petite mère retourneraient passer quelques mois dans leur maison de Rouen. Les jeunes gens, cet hiver-là, ne devaient point quitter les peuples, pour achever de s'installer, de s'habituer et de se plaire au lieu où allait s'écouler toute leur vie. Ils avaient quelques voisins, d'ailleurs, à qui Julien présenterait sa femme. C'étaient les Briseville, les Coutelier et les Fourville. Mais les jeunes gens ne pouvaient encore commencer leur visite parce qu'il avait été impossible jusque-là de faire venir le peintre pour changer les armoiries de la calèche. La vieille voiture de famille avait été cédée, en effet, à son gendre par le baron. Et Julien, pour rien au monde, n'aurait consenti à se présenter dans les châteaux voisins si l'écusson des Delamarre n'avait été écartelé avec celui des Lepertuis des Vaux. Or, un seul homme dans le pays conservait la spécialité des ornements héraldiques. C'était un peintre de Bolbec nommé Bataille, appelé tour à tour dans tous les castels normands pour fixer les précieux ornements sur les portières des véhicules. Enfin, un matin de décembre, vers la fin du déjeuner, on vit un individu ouvrir la barrière et s'avancer dans le chemin droit. Il portait une boîte sur son dos. C'était Bataille. On le fit entrer dans la salle et on lui servit à manger comme s'il eût été un monsieur, car sa spécialité, ses rapports incessants avec toute l'aristocratie du département,
Sa connaissance des armoiries, des termes consacrés, des emblèmes, en avait fait une sorte d'homme blason, à qui les gentilshommes serraient la main. On fit apporter aussitôt un crayon et du papier, et pendant qu'ils mangeaient, le baron et Julien esquissèrent leurs écussons écartelés. La baronne, toute secouée dès qu'il s'agissait de ces choses, donnait son avis, et Jeanne elle-même prenait part à la discussion, comme si quelque mystérieux intérêt se fût soudain éveillé en elle. Bataille, tout en déjeunant, indiquait son opinion, prenait parfois le crayon, traçait un projet, citait des exemples, décrivait toutes les voitures seigneuriales de la comté, semblait apporter avec lui dans son esprit, dans sa voix même, une sorte d'atmosphère de noblesse. C'était un petit homme à cheveux gris et ras, aux mains souillées de couleur et qui sentait l'essence. Il avait eu autrefois, disait-on, une vilaine affaire de mœurs, mais la considération générale de toutes les familles titrées avait depuis longtemps effacé cette tâche. Dès qu'il eut fini son café, on le conduisit sous la remise et on enleva la toile cirée qui recouvrait la voiture. Bataille l'examina, puis il se prononça gravement sur les dimensions qu'il croyait nécessaire de donner à son dessin, et après un nouvel échange d'idées, il se mit à la besogne. Malgré le froid, la baronne fit apporter un siège afin de le regarder travailler, puis elle demanda une chaufferette pour ses pieds qui se glaçaient. Et elle se mit tranquillement à causer avec le peintre, l'interrogeant sur des alliances qu'elle ignorait, sur les morts et les naissances nouvelles, complétant par ses renseignements l'arbre des généalogies qu'elle portait en sa mémoire. Julien était demeuré près de sa belle-mère, à cheval sur une chaise. Il fumait sa pipe, crachait par terre, écoutait et suivait de l'œil la mise en couleur de sa noblesse. Bientôt le père Simon, qui se rendait au potager avec sa bêche sur l'épaule, s'arrêta lui-même pour considérer le travail. Et l'arrivée de Bataille ayant pénétré dans les deux fermes, les deux fermières ne tardèrent point à se présenter. Elles s'extasiaient, debout, aux deux côtés de la baronne, répétant « Faut de l'adresse tout de même pour fignoler ces machines-là ». Les écussons des deux portières ne purent être terminés que le lendemain vers 11 heures. Tout le monde aussitôt fut présent, et on tira la calèche dehors pour mieux juger. C'était parfait. On complimenta Bataille qui repartit avec sa boîte accrochée au dos, et le baron, sa femme, Jeanne et Julien tombèrent d'accord sur ce point, que le peintre était un garçon de grands moyens, qui, si les circonstances l'avaient permis, serait devenu sans aucun doute un artiste. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner.